Alors, peut-être en effet, je voudrais juste vous dire un petit peu d'où je viens. Moi, je suis de formation, je suis un statisticien de formation et j'ai fait des stats beaucoup. Et ensuite, j'ai étudié les statistiques comme un objet d'enquête. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les statistiques pour faire de la sociologie, me suis dit que c'était un thème d'études sociales très intéressant puisque la quantification aujourd'hui est vraiment très souvent un acteur important des rapports de pouvoir, des rapports sociaux. Une des choses que l'on peut montrer quand on travaille sur les statistiques, c'est que des méthodes statistiques spécifiques sont associées à des types de politiques publiques et sont aussi associées à des types de sociétés ou de marchés tels qu'ils sont conçus, et que ces associations ne sont pas complètement libres. Elles ne sont pas déterministes. Ça ne veut pas dire que, par exemple, quand on met en place une politique, que sais-je, de l'État-providence, alors on est obligé d'avoir recours à certaines méthodes statistiques, mais ça veut dire que pour mettre en place certaines politiques, il est utile, il est pratique, et on observe dans la vie que les acteurs ont recours à certaines méthodes précises. Alors je voudrais vous donner quelques exemples. Par exemple, prenons l'exemple du welfare state, c'est-à-dire l'État-providence, qui est apparu pendant la grande crise de 1929, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. On peut très bien montrer, c'est ce que j'ai fait, si on analyse les politiques de Roosevelt, vous savez, c'est Roosevelt qui est le premier à inventer les politiques d'État-providence. Quand il a inventé ces méthodes politiques, alors, au même moment, les statisticiens ont développé les techniques d'enquête par sondage. Pas les sondages politiques, pas les sondages pour savoir qui est-ce qui va gagner les élections. Les enquêtes par sondage, c'est-à-dire l'idée de faire des échantillons et de travailler sur des échantillons pour mieux connaître la société. Et on peut montrer qu'il y a un très grand nombre de rapports entre le monde tel qu'il est conçu par les spécialistes de l'échantillonnage et tel qu'il est conçu par les spécialistes et les politiciens qui mettent en place des politiques néolibérales. J'ai un autre exemple, des politiques, pardon, justement, pas du tout néolibérales, des politiques d'État-providence. De même, ça c'est Antoinette est très proche de ça, si on s'intéresse à l'État néolibéral, dont on entend tant parler en ce moment, on peut montrer qu'il y a des nouvelles techniques statistiques qui sont apparues au moment où l'État néolibéral a pris toute son ampleur. Ce sont par exemple des techniques de benchmarking. Alors qu'est-ce que c'est que les techniques de benchmarking? Ce sont des techniques d'évaluation incitative. C'est-à-dire, l'exemple typique, c'est de prendre 3 équipes dans une entreprise ou dans une administration, de les mettre en compétition à partir d'une certaine variable. On leur dit tous, par exemple, vous devez... il y a 2 techniques, ou bien vous devez être l'équipe qui traitera le plus de clients dans la semaine, donc vous devez compter vos clients, etc., et essayer de faire mieux que les équipes d'à côté, ou bien on fixe à 100 clients le nombre à traiter dans la semaine, et chacun essaie de s'en approcher le plus possible. Ce genre de techniques, elles ont l'air simples et évidentes, mais elles ont été diffusées, elles sont devenues complètement massives, et elles se sont installées dans la plupart, en particulier les bureaucraties publiques, depuis qu'on a mis en place un État néolibéral. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est faire une sorte d'équivalence, comme ce tableau. Vous voyez, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre tout mon temps à parler de ça, mais on peut faire une sorte d'équivalence entre un type d'action politique, certaines méthodes spécifiques. Si on va plus loin, on peut aussi montrer que ça décrit la société d'une certaine façon. La société est pensée d'une certaine façon, avec des traits caractéristiques spécifiques. Et j'y reviendrai par la fin. On peut voir aussi que les acteurs, quand ils veulent tricher ou quand ils veulent s'opposer, quand ils veulent lutter contre le pouvoir, eh bien, l'imagination de la lutte dépend aussi de ces méthodes, et c'est une réaction par rapport aux méthodes statistiques. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour discuter des big data, c'est le mot à la mode, et effectivement, j'ai eu envie de voir, puisqu'on entend maintenant énormément parler de ces big data, quel est le type d'état qui va avec ces nouvelles données. Alors je suis particulièrement content d'être ce soir avec Antoinette, parce qu'Antoinette a écrit déjà un livre où elle donne une réponse. Elle dit c'est le néolibéralisme. En tout cas, tu as travaillé sur la génétique, et tu avais vraiment un argument sur la génétique, c'est des données de très grande ampleur, et les génétiques, ça va avec le néolibéralisme.
Alors il se trouve que la génétique depuis ton livre a beaucoup changé en fait, et maintenant la génétique c'est devenu ce qu'on appelle la génomique. Vous devez tous ici dans ces lieux savoir ce que c'est que la génomique. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler seulement sur un chromosome ou un petit nombre de chromosomes, maintenant il est possible de faire des séquences du génome, de tout le génome, c'est-à-dire on prend tous les gènes, les 23 gènes, et on peut les séquencer et savoir exactement quelle est leur composition. Ce séquençage du génome engendre des très profondes transformations, d'abord de la connaissance médicale sur les patients, et d'autre part, engendre des très grosses masses de données sur chacun des patients. Quand on séquence le génome de quelqu'un, c'est un nombre de quantités de données absolument hallucinantes. Et la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des bases de données qui existent, dans lesquelles on a des génomes entièrement séquencés pour des patients, puis des données sur leur dossier médical, des données sociodémographiques sur leur vie, celles de leurs parents, etc. Très souvent, on ajoute aussi des données, par exemple, de toxicologie, dans quel lieu les gens ont vécu, est-ce qu'ils ont pu être empoisonnés par tel type d'eau, vous voyez. Et donc ça donne, sur des individus spécifiques, des masses de données absolument délirantes, vraiment très très importantes. Alors moi, ça m'a intéressé en tant que Big Data. Alors je sais que ça va vous surprendre parce que c'est prendre le sujet un petit peu à l'envers. D'habitude, on appelle Big Data les données qui concernent presque tout le monde. Par exemple, on prend Facebook et on a toutes les données de tous les gens qui ont Facebook, ce qui fait beaucoup de monde sur la planète. D'accord ? Donc les Big Data, c'est souvent envisagé comme étant des données qui concernent énormément de monde. Moi, j'ai un petit peu retourné le problème. Je me suis dit que ça m'intéressait de voir comment est-ce qu'on traitait le cas où on n'avait pas autant de monde. Ceci dit, il y a quand même pas mal de monde, où on n'a pas autant de monde, mais où on a quand même, sur chacun des individus qui est dans la base de données, une quantité d'informations bien supérieure en termes d'échelle à ce qu'on avait comme données auparavant. C'est bon ? Je suis clair ? Voilà. Donc ici, ce que je vais appeler moi Big Data, c'est ça. Même si parfois, pour certains d'entre vous, ça va sembler un petit peu transformer le mot. En tout cas, c'est là-dessus que j'ai décidé de travailler. Sur ces nouvelles techniques de capacité de séquencer le génome, de tout savoir sur les gens en termes de génome, et en plus d'ajouter à ça de très grands nombres d'informations de type sociodémographique ou autre, ou médical. Alors donc, maintenant on va avoir comme tâche, une fois que j'ai défini cet objet qui m'intéresse, je vais avoir comme tâche d'essayer de comprendre mieux qu'est-ce que c'est que les big data à partir de ce thème, et voir si je peux relier ça à un certain type de politique publique qui serait nouveau, qui serait aussi nouveau que les big data. D'accord ? C'est ça la question que je veux me poser. Alors, excusez-moi pour mes slides qui sont un peu indigestes, mais ça m'aide moi aussi. Voilà, alors, pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est que les big data, je pense qu'il faut insister sur plusieurs points qui sont très importants. Bon, d'abord, ça je pense qu'Antoinette sera beaucoup plus forte que moi sur tous ces points, mais je pense qu'il faut rappeler plusieurs choses. D'abord, il y a beaucoup de définitions en ce moment sur qu'est-ce que c'est que les big data. Il y en a plein. Alors par exemple, il y en a une qui est très connue de l'ANA qui dit que les big data, c'est un cas où on a 3 V. C'est les Américains adorent ça, vous savez, 3 V, 4C, 22B. Donc eux, ils disent 3 V. Velocity, Volume and Variety. Ça, c'est une définition qui date de 2001, qui date d'ailleurs qui précède la vogue du mot big data. Donc ça, c'est important. C'est une définition qui a cours encore aujourd'hui, mais qui a en fait précédé le terme. Bon, à l'opposé, il y a un livre qui est sorti en 2013, qui a eu un succès foudroyant, vraiment phénoménal, par deux auteurs qui sont l'un autrichien, Meyer-Schönberger, et l'autre anglais, Kukier, qui ont écrit un livre qui s'appelle tout simplement Big Data, et eux le définissent de 3 façons, avec 3 adverbes, 3 adjectifs. More, donc plus de données, c'est le cas où on a vraiment des quantités de données très importantes. Alors le mot qu'il faut connaître, c'est le préfixe tera. Vous connaissez ce préfixe tera ? Oui, voilà. Donc, tera, ça veut dire que quand on commence à être en quantité tera, là, ça commence à être big data. Donc tera, c'est après giga, méga, giga, etc. Tera. Messi, ça veut dire que ce sont des données qui sont de nature très sale, très désordonnée. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce sont des gens qui remplissent les données eux-mêmes sur Internet. Et donc, ils font un peu ce qu'ils veulent, un peu n'importe quoi, et donc ça, c'est Messi. Et c'est souvent des données qui traitent des corrélations. Ça, c'est important. Ceci dit, ça, c'est leur définition, mais ils en ajoutent une autre en sous-main, si j'ose dire. Précisément, c'est que c'est des données qui traitent de prédiction, toujours. C'est vraiment leur point, ça traite de la prédiction.
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, à chaque fois, ces questions, ces définitions, pardon, si on les creuse, on peut trouver des défauts à ces définitions, donc je n'ai pas tellement insisté là-dessus. Alors, pour commencer, il y a une chose qui est très importante, c'est que moi qui ai fait de l'histoire de la statistique depuis le début du XVIIIe siècle au moins, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle méthode de statistique est apparue, elle a été qualifiée de agréger une quantité de données phénoménale. Quand on a créé les recensements au début du XIXe siècle, à l'époque, si on retourne aux archives, il y a écrit « Mais qu'est-ce que c'est que ces nombres de données incroyables? On a des données sur chacun des individus d'une nation. » Mais c'est complètement dingue. C'est des données de taille absolument incroyable. Donc si on retourne là, on a ça. Si on va ensuite, plus tard, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé, donc je vous disais, sur les sondages. Quand les sondages et les enquêtes sont apparus, tout le monde disait « Mais c'est incroyable, il y a des données en permanence, maintenant c'est des données tout le temps, on a tout le temps des données de sondage, il suffit de prendre 3 mois et au bout de 3 mois on a les résultats d'une enquête, on a des données sur des échantillons en permanence, on ne sait plus où les ranger, les cartes perforées c'est pas assez, ça n'ira pas, etc. » Donc vraiment, il y a vraiment, je vous passe, mais il y a vraiment des citations partout qui disent ça. Souvenez-vous, quand il y a eu le début du benchmarking, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, hein, quand on a commencé à avoir des évaluations quantitatives, il y a eu le mot d'ordre de la quantophrénie, souvenez-vous. On disait c'est la quantophrénie, tout le monde quantifie tout, c'est pas possible, on ne peut plus avoir une activité normale, elle est tout le temps immédiatement quantifiée, etc. Donc bref, vous comprenez mon message. Le fait de la taille des données, au sens où il y a beaucoup de données, ça n'est pas une caractéristique intéressante. Les statistiques, c'est toujours trop de données. Donc ça, c'est pas la peine de fouiller trop par là. Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qu'il faut comprendre, en revanche, c'est les spécificités, les caractéristiques techniques de ces données. Ça, en revanche, elles sont différentes. Mais le fait qu'il y en ait beaucoup, il ne faut pas se laisser impressionner. Il y a toujours eu trop de données statistiques. D'accord? Ça, c'est un point très important. Alors, en revanche, moi, je trouve que... Alors ça, je suis vraiment très impatient de pouvoir en discuter avec Antoinette. Une des caractéristiques qui est très nouvelle, c'est que les bases de données... Bon, il y a toujours eu des bases de données, mais que les bases de données soient numériques, ça, c'est très nouveau. Qu'il y ait des ordinateurs de taille qui puissent regrouper des bases de données de taille, des tailles dont on parle à ce moment-là, de taille Tera, ça, c'est très intéressant. Alors, il faut faire très attention à ce que ça veut dire numérique. Numérique, ça ne veut pas dire... excusez-moi, je perds mon mot. Digitalisé. Digitalisé, c'est très différent. Tout ce qui est digitalisé, c'est par exemple un scan. Si vous scannez une feuille de papier, vous avez une base de données sur votre ordinateur. Enfin, c'est un document sur votre ordinateur. Mais comme il est juste digitalisé, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, comme vous le savez très bien. Si vous avez juste un scan, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce qui est important, c'est que les bases de données soient numérisées. Ce soit pas seulement du digital, ça a été ensuite lu par un logiciel de reconnaissance et que ça ait transformé ça en numéro. Voilà. J'aurais bien une bouteille d'eau là. Je ne sais pas d'où vient cette cacahuète, mais... Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une caractéristique qui, à mon avis, est très importante. Pour parler des big data, je pense qu'il faut s'intéresser aux bases de données numérisées. Alors, deuxième question. Là, le titre de mon slide, c'est N égale all. Un des arguments sur les big data, c'est que maintenant, justement, grâce à ces bases de données numériques et à la puissance de calcul des ordinateurs, on n'a plus besoin d'échantillonner les informations. C'est-à-dire que, donc comme je vous le disais auparavant, une technique statistique classique, quand on a une base de données, c'est d'essayer de... Comme on ne peut pas la traiter entièrement, c'est très difficile de traiter le recensement entier, parce qu'il y a beaucoup d'informations. On tire un échantillon représentatif, on essaie de traiter cet échantillon, et à partir de l'échantillon, on infère des résultats à la population entière. Un argument qu'on lit très souvent quand on travaille sur les big data, c'est maintenant on peut faire N égale all. On n'a plus du tout besoin d'échantillonner, on prend toutes les données et on peut les mouliner ensemble, ça ne pose pas de problème. Mais ça, je pense que c'est très discutable, parce que ça change la conception de ce que c'est que le all. Parce que quand on faisait des échantillons, il y avait des contraintes qui étaient imposées à ce que les statisticiens appellent l'univers, la population totale. On ne peut pas avoir n'importe quelle structure de population totale pour faire un échantillon. Il faut avoir une structure très spécifique qui a 2 propriétés, exhaustivité et non-répétition.
C'est-à-dire qu'il faut avoir une base de données où vous avez chacun des individus est bel et bien représenté dans la base de données, et chaque individu n'est représenté qu'une seule fois. Et une fois que vous avez cette base de données, vous pouvez tirer des échantillons et généraliser. Si vous faites ça sur des bases de données qui ont des structures différentes, votre généralisation est à coup sûr critiquée par les statisticiens qui vous diront c'est faux. Là, vous vous êtes trompé, on ne peut pas faire ça. Or, nos bases de données digitalisées, comment elles sont? Prenons l'exemple de Facebook, par exemple. Comment elles sont? D'abord, sur Facebook, on n'est pas tous sur Facebook. Moi, j'ai pas de Facebook. Je ne sais pas vous, moi, j'ai pas de Facebook. Donc, elle n'est pas exhaustive. Donc, elle n'est pas exhaustive. Deuxièmement, il y a des gens qui ont plein de Facebook, en revanche. Moi, j'ai lu ça. Par exemple, les journalistes, c'est leur passion. Ils se font 7 comptes Facebook. Comme ça, quand ils sortent un livre, ils sont 7 profils Internet à envoyer des messages disant « Waouh, ce livre, il est génial !» Et donc, vous voyez, ils ont plein de profils à la fois. Et donc, il y a des répétitions, évidemment. Et d'autre part, il y a un autre cas encore très intéressant, c'est qu'il y a plein de Facebook qui ne sont pas des humains, qui sont par exemple des entreprises. France Télécom a un Facebook. Donc, les données type Big Data, elles ne correspondent pas du tout aux structures de l'univers tel qu'il était fait par le passé. Donc, en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, et qui est beaucoup plus intéressant, c'est quelles sont les contraintes qui s'imposent sur ces bases de données qu'on appelle Big Data. Et ça, c'est une question à laquelle, franchement, j'ai toujours pas trouvé de réponse nulle part. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui caractérise toutes ces bases qu'on trouve sur Internet et qui sont partout? Quelles sont les contraintes qui s'imposent à elles? Alors donc, on sait que exhaustivité et non-répétition, ça ne sont pas les bonnes contraintes, mais qu'est-ce qu'elles sont? On ne sait pas. Et ce qui serait très intéressant, à mon avis, c'est de voir que ce sont des contraintes qui s'imposent bien au-delà de ce à quoi on est habitué. Un des points sur lesquels je voulais insister, c'est que les univers statistiques tels qu'on les connaissait jusqu'à maintenant, ils étaient très fortement dépendants, jusqu'ici, de la conception nationale du monde. C'est-à-dire que, par exemple, les meilleures enquêtes par sondage ici, en France, les meilleures bases de données, elles sont tenues par l'INSEE. Et l'INSEE, vous savez ce que c'est que l'INSEE? L'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est eux qui font le recensement, par exemple. Et l'INSEE, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils délimitent la nation et ils comptent l'exhaustivité, elle porte sur l'exhaustivité nationale. D'accord? Toutes les bases de données dont on entend parler aujourd'hui, elles sont clairement pas nationales. Elles dépassent complètement les cadres nationaux. C'est justement une grande complainte. Le problème, c'est que Google est partout. Vous êtes d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que ces contraintes qu'on peut appeler globales? Qu'est-ce qu'elles sont comme contraintes? Et on ne me fera pas croire qu'il n'y a pas de contraintes. Ça, c'est pas la peine d'aller vers le côté il n'y a pas de contraintes, maintenant on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Ça, c'est pas vrai. Il faut essayer de comprendre quelles sont les contraintes qu'on appelle globales. Voilà. Donc, quand on dit n égale all, c'est intéressant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le all change de sens. Donc, maintenant, on a des données sur tout le monde, sur tout, mais c'est quoi ce tout? Voilà. Alors, une autre caractéristique qui me semble très importante sur les bases de données, sur les data, c'est que si on regarde un petit peu techniquement, en fait, ceux qui ont utilisé les big data, ceux qui ont essayé de trouver des résultats grâce à ça, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que le point crucial, le point intelligent, ce dont ils sont fiers, ce qu'ils savent faire très bien, c'est combiner des bases de données. C'est-à-dire qu'ils savent trouver une base de données quelque part, et ils savent le combiner avec une autre base de données et faire en sorte que ça se match ensemble, ce qui est très compliqué. Hein. Techniquement, croyez-moi, c'est très compliqué parce que quand vous avez une base de données avec des individus qui sont définis d'une certaine façon et des variables qui sont définies d'une autre façon, et que vous prenez une autre base de données avec pas les mêmes individus et pas les mêmes variables, bon, je ne sais pas si vous êtes statisticien ou pas, mais je peux vous dire que pour matcher les deux, c'est vraiment pas facile. D'accord? Donc tout l'art des gens qui bossent dans les big data, c'est de dire « j'ai réussi à faire des combinaisons intelligentes ». Dans le cas qui m'intéresse moi sur la génomique, une chose qui est très intéressante, c'est que donc, la génomique, comme je vous le disais, quand vous décodez un génome, vous avez des millions de données sur un seul individu. Par ailleurs, vous leur demandez quelle était la profession de vos parents et quelle est votre profession. Donc vous avez d'une part un fichier avec des millions de variables et d'autre part un fichier avec 2 variables. Faire des corrélations avec ça, c'est impossible. C'est hyper dur. Donc, par exemple, comment on fait pour connecter ces genres de fichiers? Comment est-ce qu'on fait pour les mettre ensemble?
Ça, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes et qui montrent quelles sont les contraintes qui s'appliquent sur les big data. Voilà. De même, alors ça, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, mais quand on travaille... Alors, je ne me rends pas compte si c'est un terme anglo-saxon ou pas. En tout cas, quand on lit la littérature sur la big data en anglais, un mot qu'on voit réapparaître très souvent, c'est le mot de consortium. J'adore ce mot parce que ça fait vraiment Star Wars. Consortium. On le voit très souvent. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que c'est vraiment la structure sociale qui correspond à ces agrégations de base. Qu'est-ce que c'est qu'un consortium? C'est des entités institutionnelles, des grandes entreprises par exemple, qui décident de garder leur individualité, c'est très important, mais de trouver une base, je veux dire un lieu de pouvoir, où ils se regroupent et où ils peuvent discuter ensemble. Ils peuvent mettre ensemble des règles, des normes de production de données, par exemple. Ils peuvent dire, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on utilisera tel type de variables, des variables continues, des variables pas continues, etc. Et ils se mettent d'accord sur des normes à suivre. C'est jamais des normes obligatoires, c'est toujours des normes incitatives. Mais donc, l'intérêt du consortium, c'est que vraiment, c'est le reflet institutionnel et social des données en réseau, telles qu'on les connaît dans le big data. Donc c'est très intéressant, on peut avoir ce type de rapport entre les deux. Voilà. Alors une fois que j'ai défini qu'est-ce que c'est que ces données, d'après moi, qui sont très intéressantes, je vais essayer de vous proposer quelques politiques publiques qui me semblent parfaitement adéquates avec ce type de données. D'accord ? Je vous le dis tout de suite, c'est super discutable. Donc si vous ne voulez pas être d'accord avec moi, je suis au contraire assez preneur. C'est le début d'une enquête. Vraiment, je vous donne, je veux dire, je me présente pas à vous comme étant sûr de moi et fort. Au contraire, je me présente à vous comme quelqu'un qui vous fait une proposition. Alors, je me suis donc intéressé aux données médicales, comme vous l'avez compris. Et il se trouve que dernièrement, il y a eu une page dans Le Monde sur l'open data. Vous avez vu l'open data, les données médicales vont être ouvertes. Alors Le Monde, la page du Monde m'a beaucoup intéressé parce que le journaliste n'insistait que sur un point très fort, c'est que si les données hospitalières, par exemple les données médicales, étaient rendues publiques, alors n'importe qui pourrait évaluer les performances des institutions de la santé publique. C'est-à-dire, par exemple, vous pourrez si les hôpitaux, l'hôpital Saint-Louis rend public ses données internes, n'importe qui pourra accéder à la base de données et vérifier que les médecins ou l'hôpital en tant qu'institution a été capable de traiter un grand nombre de patients. On pourra comparer, par exemple, les performances de Saint-Louis avec Saint-Antoine, que sais-je, voilà, on pourra faire ce genre de choses. On pourra faire donc des évaluations. C'est incontestable. C'est incontestable, ça je pense que c'est vrai. Mais je dois dire que ça m'intéresse moins pour des raisons intellectuelles, parce que l'évaluation, pour moi, ça ressemble très fort au monde tel qu'il a été décrit comme étant néolibéral. Donc, il est possible que ce soit ça la solution, c'est qu'en fait, les big data, ça serve aussi au néolibéralisme, et ça réinstaure le néolibéralisme une fois de plus. C'est possible que ce soit la première réponse à faire. Les big data, en fait, ça permettra des évaluations comparatives. Chacun, du coup, sera mis en responsabilité, comme il dit, c'est-à-dire essaiera de faire mieux, d'être plus innovant, etc. Et donc, il y a une sorte de réutilisation des big data par un gouvernement de type néolibéral. Mais je pense qu'il y a... Donc ça, je pense que c'est vrai, mais je pense qu'il y a d'autres usages plus surprenants, qui donnent à voir des politiques très différentes. Alors, par exemple, donc, il y a le concept de médecine personnalisée. Est-ce que c'est un mot dont on entend parler aujourd'hui en France? Je ne sais pas. On l'abandonne. Comment? On l'abandonne, on le remplace par médecine de précision. Voilà, ben regardez. Hop. Prochaine slide, c'est la médecine de précision. Donc ça va, alors je sens que je ne suis pas complètement déconnecté, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que la médecine personnalisée? Ben, j'ai fait une petite enquête, je crois que j'ai trouvé la source de la médecine personnalisée. C'est quelqu'un qui s'appelle Collins, qui est en ce moment même le directeur du NIH, c'est-à-dire le National Institute of Health aux États-Unis, l'Institut national de la santé aux États-Unis, qui a écrit un livre très impressionnant où il définit la médecine personnalisée. Alors la question de la médecine personnalisée, la question intéressante, c'est qu'est-ce que cette fameuse personne de la médecine personnalisée? Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, quand je vais chez le médecin, j'ai l'impression que c'est toujours personnalisé son diagnostic. Il est toujours vers moi. Enfin, donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse personne de la médecine personnalisée? Ça pose question. Et bien, Collins, il a une réponse très intéressante. Il dit, de nos jours, et en particulier à cause du fait qu'on a maintenant des données génétiques, génomiques, pour comprendre la position d'une personne qui va voir un médecin, il faut comprendre cette équation qui est écrite là. Je l'ai écrite en anglais, excusez-moi. C'est parce que j'ai copié. C'est ici, là. Chaque personne
a un désir de savoir des choses sur lui-même. D'accord? Et comment comprendre ce désir de savoir les choses sur soi-même? On peut le décomposer en 3 variables. D'abord, le risque d'avoir une maladie. Par exemple, vous savez qu'on peut calculer très facilement le risque d'avoir le diabète. Voilà. Donc on voudrait savoir quel est d'avoir son risque de diabète. Ça, c'est une chose qu'on voudrait savoir. Mais ce risque, il dépend de la maladie elle-même. C'est-à-dire qu'avoir un diabète, ça peut carrément devenir mortel ça peut carrément devenir mortel. Mais il y a des maladies qu'on peut développer et, au fond, elles sont assez peu gênantes. Donc les maladies sont plus ou moins gênantes. Elles engendrent des méfaits plus ou moins graves. Il y a certaines maladies génétiques, si jamais elles se déclarent, on est presque sûr de mourir. D'accord? Donc, ce risque, il faut le multiplier par ce qu'il appelle le burden, c'est-à-dire les difficultés, la gravité de la maladie telle qu'elle peut être décrite. Et enfin, il y a une troisième variable très importante à savoir, c'est quel est le prix de l'intervention. Si jamais vous voulez faire soigner cette maladie, il va y avoir une intervention sur vous. Bon, peut-être qu'elle aura de l'argent, ça c'est une première chose. Elle vaudra de l'argent, c'est une première chose. Mais peut-être aussi, surtout, qu'elle sera lourde en termes de santé. D'accord? Et donc, et c'est pour ça que la médecine est personnalisée, le désir de savoir et d'intervenir, il vous est complètement personnel. Ces 3 variables, il n'y a que vous qui pouvez décider si vous avez envie d'intervenir, de vous faire soigner, une fois que vous savez ces variables. En gros, il a un modèle complètement économique, où chaque acteur est un agent rationnel, qui optimise, là je parle vraiment en termes d'économie classique, chaque acteur optimise sa fonction d'utilité, et il n'y a que l'acteur lui-même qui est capable d'optimiser sa fonction d'utilité. C'est ça, la médecine personnalisée, c'est-à-dire que seul vous, chacun d'entre nous, nous sommes les seuls à savoir quand est-ce qu'on a envie d'intervenir dans tel cas de risque, avec tel cas de gravité de la maladie, et tel prix de l'intervention, tel coût général de l'intervention. D'accord? On est considéré, chacun d'entre nous, comme un acteur parfaitement rationnel qui, au vu de ces données, décide ou non de se faire soigner. Et la difficulté, donc dans ces cas-là, le gouvernement, l'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rendre l'information accessible. Il faut que chaque acteur ait accès à toutes ces informations et donc puisse savoir son risque, combien ça coûtera de se faire soigner et quelles seront les conséquences du soin. D'accord? Donc là, j'ai traduit la phrase. La difficulté est de s'assurer que l'information est valide et qu'elle soit présentée d'une façon qui précise clairement et précisément ce que nous savons et ce que nous ignorons. Donc c'est ça le rôle de l'État dans ces cas-là, c'est de rendre de l'information disponible. Alors le problème, alors oui, je vous cite le cas d'Angelina Jolie, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez lu vous avez vu que donc, elle a donc subi une mastectomie d'abord, et là elle vient de se faire retirer aussi l'utérus. Elle a écrit un 2e article où elle explique pourquoi elle s'est fait retirer l'utérus. Elle explique, vraiment, c'est très intéressant, elle dit exactement ça. Elle dit, j'ai parlé avec mon médecin, j'ai tel gène qui a telle variante génétique. Dans ce cas-là, mon risque, elle dit, il est de temps de déclarer le cancer. Se faire retirer l'utérus, ça a telle conséquence, mais à mon âge, voilà, ça n'est plus grave, etc. Donc je le fais. Donc voilà les risques. Et enfin, je pourrais me relever assez facilement de cette opération. Et donc j'ai décidé de subir cette opération. Et elle termine son article en disant « Knowledge is power ». Vous voyez, donc c'est ça qu'elle dit. Elle dit, c'est moi qui décide. Je suis à la tête de moi. Enfin, je suis un acteur rationnel et je prends mes décisions. Opposé à ça, il y a un type de médecine qui, en fait, au fond, n'est pas seulement une 2e étape, mais c'est carrément complètement opposé à la médecine personnalisée. C'est une médecine qu'on appelle une médecine de précision. Alors ça a été très très bien décrit par le National Research Council américain en 2011, dans un article très intéressant, où ils expliquent ce que c'est que la médecine de précision. Alors je vous lis la phrase. Le comité, donc le comité du National Research Council, est de l'opinion que, pour réaliser toutes les promesses de la médecine de précision, dont le but est de fournir à chaque individu les soins les meilleurs possibles, il est nécessaire que les chercheurs et les professionnels de la santé aient accès à un très grand ensemble de données concernant la santé et les troubles du patient. Donc là, c'est très intéressant.
c'est pas le patient qui a accès aux données. De toute façon, le patient ne comprendra rien. Si vous lui donnez une liste, son génome décodé, c'est une suite de lettres G, A, A, K, G, A, A, T, etc. Vous ne pouvez rien comprendre à ça. Donc le patient, il n'a pas tellement besoin d'avoir accès à toutes ces données. C'est le système médical qui doit avoir besoin de toutes ces données. Et le système médical, il doit être capable, grâce justement à un consortium, de réunir un très grand nombre de données sur le même patient et de pouvoir regarder, en fonction de toutes ces informations, quelle est la meilleure réaction, enfin, le meilleur soin à prodiguer au patient. D'accord ? Vous voyez, donc c'est complètement différent. C'est vraiment une autre conception de la médecine, une autre conception des patients, une autre conception de l'élite, etc. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils comparent ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que je ne connais pas si bien que ça, mais ils disent que la médecine deviendra exactement comparable à Google Maps. Google Maps, c'est une série de plans d'informations les uns sur les autres. Quand vous regardez une map Google sur votre ordinateur, en fait, c'est une projection d'un grand nombre de maps, de cartes les unes sur les autres. Et ben, la médecine de précision, ça sera ça. Ça sera le plan de la génétique, le plan de la génomique. Alors, qu'est-ce qu'il a mis comme exemple ? Le microbiome, l'épigénome, vous savez que l'épigénétique est un terme très à la mode en ce moment, le génome, etc. etc. Et toutes ces données seront plaquées les unes sur les autres, et on prendra un individu, et on pourra décider quel est le meilleur soin à fournir aux patients. Voilà, donc je pense que ça, ce sont des... Alors voilà, une chose que je voudrais dire très importante, c'est que vous avez vu, à partir de ces données génomiques qui sont de type Big Data, il y a deux types de politiques complètement différentes qui sont proposées. Pour l'instant, aucune des deux n'existe. Hein. C'est des projets, c'est des utopies. Enfin, l'utopie, c'est des projets médico-scientifiques, médico-politiques. Et une chose que je trouve très intéressante, c'est qu'il y en a deux. Donc, nous, en fait, on n'est pas complètement désarmés. Là, il y a un choix qui est en train d'être pris. Donc chacun peut essayer de se faire une opinion, décider ce qu'il trouve bien ou pas bien, etc. Et chacun peut essayer d'influencer à sa petite mesure le genre de politique vers lequel on va aller. Pour le dire autrement, il y a déjà des politiques publiques qui sont mises en œuvre à partir de Big Data, qui sont très singulières, mais elles ne sont pas encore enquistées, elles ne sont pas encore boîtes noardisées, pour utiliser un concept que j'aime bien, le concept de boîte noire, et il est encore temps d'agir. Mais il y a un autre type d'action qui existe déjà pas mal, et vous l'avez certainement déjà vu, c'est ce qu'on appelle le data breaching. Vous avez déjà entendu cette expression, le data breaching? Ça, ce sont les hackers, les gens qui travaillent qui connaissent très bien les techniques informatiques, etc. Et ce qu'ils savent faire, c'est casser les protections des différentes institutions des consortiums pour aller piquer des données. Donc on a souvent eu ce genre de cas de data breaching. Est-ce que vous avez entendu parler de cas comme ça? Non, je ne sais pas. Bon. Pardon? Il y a eu l'attaque de Sony, je crois. Ils se sont fait voler des 200 000. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Alors aux États-Unis, moi j'avais travaillé. Je m'excuse, je crois que j'aurais dû le dire dès le début. Je m'excuse, c'est assez détestable quand on n'arrête pas de nous raconter les États-Unis. Mais il se trouve que je travaille dans un labo là-bas, c'est pour ça que je parle de ça. Excusez-moi. Je travaille aux États-Unis depuis 2 ans et donc je parle de ça parce que c'est là où je fais mon enquête. Hein. Donc, aux États-Unis par exemple, comme vous savez, les assurances santé ne sont pas publiques mais elles sont privées. Et il y a une très grosse entreprise d'assurance publique qui s'appelle Anthem, A-N-T-H-E-N. Et eux, par exemple, ils ont subi un data breach. Ça a été très impressionnant. En fait, les hackers ont réussi à rentrer dans Anthem et à leur piquer un très très grand nombre de données. Mais il y avait une chose qui était très intéressante, c'est qu'ils n'ont pas réussi à piquer les dossiers médicaux. Parce que les dossiers médicaux individuels, ils sont vraiment très bien protégés. Et donc ça, les hackers n'ont pas réussi à le prendre. Mais en revanche, les hackers ont réussi à prendre les données de marketing, c'est-à-dire le nom des gens, leur adresse mail, leur adresse physique, leur numéro de téléphone, etc. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est quoi ces données, ce que je viens de vous citer? Le nom, le prénom, l'adresse physique, le numéro de téléphone. C'est des pages blanches. Ce sont des données qu'on est complètement habitué à avoir publiques. Il suffisait de regarder dans les pages blanches, c'est pas compliqué, quoi. Pourquoi est-ce que tout à coup, quand on parle d'informatique, ça fait scandale et on dit qu'il y a eu un data breach, comme s'il y avait eu un vol de données. En fait, s'ils avaient scanné les pages blanches, ça aurait été pareil, quoi. Donc tout à coup, on dit, mais non, il y a un data breach. Donc je trouve que la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que ça pose la question de ce qui est privé et puis personnel et privé de façon complètement nouvelle, en fait.
on ne sait plus très bien qu'est-ce que c'est qui est exactement privé et qu'est-ce que c'est qui est exactement personnel ou public. D'accord ? Et je trouve que c'est une question, pareil, qui mérite d'être traitée à l'avenir de façon très importante. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon temps réglementaire. Je vais avoir le plaisir d'écouter Antoinette. Je voudrais juste conclure rapidement. Donc pour vous dire que chaque méthode statistique procure des connaissances de nature différente et chacune se trouve liée à différents modèles d'action politique. Très important, la relation entre deux modèles n'est pas une détermination, mais une prise de consistance. Et d'ailleurs, là, vous avez vu, je vous ai montré que les politiques publiques mises en œuvre à partir des big data en matière de santé, elles ne sont pas encore établies définitivement, elles sont encore discutables. Et voilà. Et aujourd'hui, on est dans une période où cette prise de consistance n'est pas encore faite. Il y a encore des débats, et ce qui est très important à savoir, c'est que nous pouvons encore intervenir. Et j'espère qu'un séminaire comme celui-ci sert justement à ça. C'est ça qui est très important. Voilà, donc je vous propose d'écouter Antoinette.